Yes, sir, mon homme. Là, tabarniche, y a pas personne à soir qui se couche de bonne heure parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. C'est à soir, ça se passe. Bleu Cinéma, épisode 39. Nous parlons des Quota Quickies. C'est quoi ça, les Quota Quickies? Ben, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. J'en avais déjà parlé dans un précédent épisode où je faisais l'histoire du cinéma canadien anglais. J'avais passé là-dessus rapidement. Mais là, j'ai fait d'autres recherches récemment là-dessus. Puis là, en tout cas, j'ai comme un peu... j'ai vu... En tout cas, c'est juste que j'ai aperçu, j'ai soulevé d'autres détails, d'autres affaires plus intéressantes là-dessus. Puis je trouvais que, bon, en faire un épisode court, juste de même. Des fois, bon, c'est ça, le monde va l'avoir vu. Ceux qui l'ont manqué dans l'autre épisode qui date de 2 ans. Ben, on en reparle aujourd'hui. Un peu à manière d'une reprise sur la télé numérique. Donc, puis c'est ça, les Quota Quickies, bon, les Quota Quickies, on entend Quickies là, au sens de vite fait, et quota, ben, au sens de quota. Les Quota Quickies, c'est en fait, c'est le nom qu'on a donné à plusieurs films qui se sont produits durant une époque donnée, c'est-à-dire entre 1926 et 1936 au Canada. C'est des films qui sont issus du système de quotas qui a été implemented, qui a été implanté, bon, qui a été implanté en 1926 par le Royaume-Uni et de facto au Canada. En 1926, nous ne sommes pas un pays, nous sommes un dominion. Un dominion, ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un territoire qui est dominé par une métropole. C'est dans le système anglais, ils appellent ça des dominions. Donc, on est dominé par le Royaume-Uni à cette époque-là. Il y avait des dominions un peu partout dans le monde, là. Autrement dit, c'est qu'on est une colonie. Puis dans une colonie, c'était un peu drôle de faire du cinéma. On va vite s'en rendre compte avec ce système des quotas là, qui a été mis dans les années 20. Puis c'est vraiment une espèce de... Je trouve c'est une métonymie de l'histoire du cinéma canadien au sens où c'est assez... On est laxiste, on s'en fout du cinéma, c'est pas... Dans une colonie, ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'il y a dans terre, c'est-à-dire les mines, ce qu'il y a dessus, c'est-à-dire le bois, ce qu'il y a entre les deux, l'eau. Faire du cinéma quand tu viens faire de la business de la business extractiviste, puis venir faire chercher du pétrole dans de la boîte en Alberta, mettons que c'est pas la première fois qu'il vient à l'idée que de faire des films, si ce n'est que pour faire de la propagande. Autrement, le cinéma, là, c'est pas ça que ça intéresse. C'est pas le premier projet des colonisateurs. Donc, qu'est-ce qui arrive? Dans les années 20, le Canada, comme je dis, a toujours été très laxiste en ce qui a trait à la production cinématographique. Il n'a jamais eu vraiment d'intérêt à développer une industrie cinématographique spécifiquement canadienne. De toute manière, c'était très difficile de produire des films. Puis ensuite, qu'ils soient rentables. Puis c'est sans compter l'absence de réelle main-d'œuvre. C'est pas Hollywood, là. C'est le Canada, c'est un dominion. On envoie... Il n'y a pas d'industrie, puis il n'y en aura jamais. Il n'y a pas de main-d'œuvre qui va apparaître de toutes sortes. De toutes pièces, c'est-à-dire de nulle part. Puis, étant encore une colonie britannique dans les années 20, les décisions en matière de cinéma n'allaient pas relever
des compétences gouvernementales canadiennes. C'était pas de leur ressort de gérer une industrie cinématographique. Donc, les décisions en ce qui a trayait au cinéma, ben, ça revenait beaucoup au Royaume-Uni avant tout. Puis, au Canada, étant donné que ben, il n'y avait pas vraiment de... On s'en foutait un peu de développer une industrie, ben, ce qui est arrivé, c'est que les décideurs gouvernementaux ont laissé la porte grande ouverte aux capitaux étrangers de venir opérer ici, comme une bonne colonie se doit. Puis c'est d'ailleurs dans ces années-là, les années 20, que un certain Adolphe Zukor, un grand magnat de Hollywood, il a acheté la Famous Players Canadian Corporation, qui était la plus grande chaîne de salles de cinéma à travers le Canada. Puis Adolphe Zukor n'est pas le seul, là, ça a été lui qui a fait qui a acheté le plus. Mais il y en avait plein d'autres, il y avait plein de producteurs au final, les salles de cinéma étaient la propriété d'Américains en grande partie. Puis on se souvient qu'avant 1948, Hollywood, l'industrie du cinéma à Hollywood est intégrée verticalement. Donc, les producteurs de cinéma ont leur studio, ont leur propre société de distribution, puis ont leur propre salle de cinéma. Donc, ils dirigent et contrôlent toutes les étapes d'un même secteur d'activité. L'intégration verticale. C'est ça qu'il y a dans ce temps-là. Donc, au Canada, ils font la même chose. Sont propriétaires de leur propre salle, puis ils projettent leurs propres films qu'ils ont fait à Hollywood pour un public canadien qui ne souhaite que d'être américain. Je suppose. Puis, de ce fait, ben, c'est qu'au Canada, 90% des films venaient des États-Unis. Puis, dû à cette... étant donné que là, bon, c'était que des films américains qui étaient projetés dans des salles... des salles qui sont la propriété d'Américains. Il n'y avait juste aucune compétition. Les exploitants de salles canadiens n'arrivaient juste pas parce que les producteurs américains, eux autres, avaient le gros bout du bâton parce que ce qu'ils faisaient, ils présentaient leurs films dans leur propre salle. Donc, ils voyaient aucun intérêt à prêter leurs films à une salle de cinéma propriétaire à un pauvre petit Canadien. Il était comme, non, nous autres, on vous passe pas nos films. Si vous voulez voir nos films, vous allez venir dans nos salles. Donc, les petits propriétaires, les petits exploitants de salles, ils n'y arrivaient pas. Ils pouvaient juste pas arriver. C'est ce qu'on appelle du block booking. C'est pour ça que, d'ailleurs, ça a créé ben de la merde aux États-Unis aussi, parce que là, les exploitants de salles indépendants ne pouvaient pas faire de l'argent avec les gros films populaires qui étaient produits par les gros studios qui, eux autres, étaient propriétaires des grosses salles aussi. Donc là, il n'y a plus de compétition possible. Fait que c'est ça qui est arrivé au Canada, c'est la même affaire. Sauf qu'on n'a pas vraiment fait de mesures antitrust, là, mettons. Là. Pas antitrust, mais des mesures anti-intégration verticale, finalement. Au Canada, on a laissé ça aller, fait que les exploitants de salles canadiens ont tout vendu. L'entièreté du marché canadien était contrôlée par des Américains dans les années 20. Dans ce contexte, l'industrie cinématographique canadienne pouvait juste pas exister, pouvait pas exister en tant que spécifiquement canadienne. Mais les décideurs gouvernementaux, encore là, en avaient plus ou moins quelque chose à faire. L'idée de remédier à ce problème-là, qui était là, cette hégémonie-là des États-Unis, est venue de Londres. Qui est, j'ai dit, un Dominion. Encore aujourd'hui, nous sommes les sujets de Sa Majesté. À l'époque, encore plus. Londres décidait pour beaucoup dans le sort du Canada.
Mais vient de Londres, c'est pas anodin, c'est pas parce que Londres s'inquiétait du cinéma au Canada. C'est bien plutôt parce que après la Deuxième Guerre mondiale, ben, les Américains ont commencé à rentrer tranquillement pas vite en Europe pour justement gagner du terrain pour faire de la business puis faire un peu ce qu'ils faisaient au Canada depuis déjà longtemps. Mais parce que là, après la guerre, la Première Guerre mondiale, on peut plus faire de films, c'était compliqué là. Fait que les Américains, hein, tu sais, les Américains, c'est tout pareil. Fait qu'ils ont profité d'un peu de l'occasion. Mais là, l'Europe a vu ça arriver, donc plusieurs pays européens ont décidé de prendre des mesures pour contrer cette prise de territoire sur les marchés par les États-Unis. Donc, en ce qui concerne l'Angleterre, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est d'inventer un système de quotas. 7,5% des films projetés dans l'Empire devaient être britanniques. L'Empire, c'est grand, là. Ça veut dire tous les pays du Commonwealth, là, à peu près. Là, ça compte le Canada, les États-Unis, les pays d'Afrique, l'Inde. Je sais pas, l'Inde, quand est-ce qu'ils ont été indépendants. Mais en tout cas, tu vois, genre, tous les pays tous les dominions, finalement, anglais, devaient projeter 7,5% de films britanniques. Puis là, bon, il y avait certains critères. Là. C'était quoi un film britannique? Ben là, notamment, c'était comme ça nécessitait un certain nombre d'employés d'origine britannique ou d'origine dominion. Là. Fait que, mettons, quelqu'un qui était né au Canada comptait comme un sujet britannique. Donc, en Angleterre, il fallait que 7,5% des films qui étaient projetés soient britanniques. En Australie, même affaire. En Afrique du Sud, même affaire. Au Canada, même affaire. Mais, au Canada, fallait les faire, ces films-là. Il n'allait pas tomber du ciel, ces 7,5%-là. On était loin, on était pas mal plus proche de 0% avant ce système-là. Le 7,5%, c'est quand même quelques films, au final, qui doivent être réalisés. Tout cas, c'est 10 ans. Donc, pendant 10 ans, il a fallu que 7,5% des films projetés soient britanniques. Faut les faire, ces films-là. Le Canada, demeurant toujours très laxiste en la matière... Oups, excusez. Est-ce que c'est pas vrai? En la matière, ils ont décidé de faire un peu de la sous-traitance et engager des Américains pour venir faire des films ici. Voilà, à savoir si c'est Canada qui a plus fait de la sous-traitance ou bien c'est les Américains qui ont sauté sur l'occasion. Bon, un peu des deux, je pense. Là. Mais ce qui est arrivé, c'est que les producteurs américains ont continué d'opérer ici comme avant, tout en respectant les systèmes de quotas, mais en contournant très, très habilement les failles du système. Par exemple, ce qui arrivait, tu avais un producteur, par exemple, pour la Paramount, qui lui était propriétaire de toutes les salles de cinéma au Canada encore. Donc lui, il était aux États-Unis, il était à Hollywood, mais là, pour respecter les règles, il a besoin d'avoir 7,5% de films britanniques. Fait que là, ce qu'il décide de faire, il dit, bon, regarde, on va aller faire des films... c'est qu'il allait faire des films... Il produisait un film sous les critères là, pour avoir un film britannique. Donc là, il trouvait un scénariste qui était né en Colombie-Britannique, un acteur qui était né en Ontario. Après ça, juste assez de stock britannique dans la production pour que ça soit classé comme... que ça soit accepté comme un film britannique. Mais là... Puis c'est ça, donc là, ils continuaient à présenter ces films-là dans leur propre salle, puis ils étaient en règle. Mais là, ces films-là, il fallait bien les produire, puis ils les produisaient. Ils savaient que c'était des films qui allaient, ça ne représentait pas tant que ça, là, 7,5%, c'est quand même un certain montant, mais ils savaient que ça allait être des films de marde, anyway, c'était juste pour répondre à un critère, à un quota, puis après ça, continuer de projeter le film aux grosses heures, puis le samedi, le vendredi, puis tu sais, quand que ça roule, puis continuer de faire de l'argent, finalement. Fait que ça a donné que ces films-là, on a appelé les quotas quickies, parce qu'ils étaient réalisés terriblement rapidement, sont des films, mais absolument pourris,
C'est des films vraiment mauvais, vraiment pas bons. Écoute, c'est bien pour dire, là, les réalisateurs, pas les réalisateurs, les exploitants de salles américains qui exploitaient au Canada, ils projetaient ces films-là, les Quickies, ils les projetaient des fois, genre à 6h du matin, 7h, 8h, où il n'y avait personne dans la salle, sauf les concierges. C'était juste pour qu'ils répondent aux critères là, du 7,5%. Il n'y avait personne. Puis là, le soir, ben, ils mettaient le gros film. Ils pouvaient bien dire non, on les a projetés, vos films, à matin, il n'y avait personne. Mais c'était juste. C'était vraiment une faille. Là. Pendant 10 ans, il a fallu produire ces films-là qui étaient vraiment, vraiment pas bons. C'est ridicule, comment c'est pourri. Ils sont malheureusement très difficiles à trouver. Il y en a un qui s'appelle From 9 to 9. Une mémoire que je me souviens, mais écoute, c'est vraiment des films étranges. C'est pas nécessairement pour que vous allez les regarder, parce que c'est un peu plate à regarder, mais pour vous mettre un nouveau morceau de cinéma dans le casse, là. Et vous dites, bon, ok, entre 1926 et 1936, il y a eu les quotas Quickies, il y a eu le système des quotas qui a été en place. Fait que rentrez ça dans votre historiographie du cinéma canadien. Puis comme je vous dis, c'est ça, c'est une métonymie là, du Canada, de l'histoire du cinéma canadien. Au sens où c'est vraiment. Ça montre juste à quel point le Canada en a toujours eu rien à cirer du cinéma. Ça a toujours été bien dur. Puis les quotas étaient aussi effectifs au Québec. Mais bon, ça finit en 1936, là, ça tombe la même année que Maurice Proulx sort son premier gros succès en Pays Neuf. Fait que tu sais, c'est vraiment une espèce d'époque de transition, ou même pas, là, de proto-transition. C'est une période sombre de l'histoire du cinéma québécois, du cinéma canadien, excusez. Fait que c'est ça, les quotas Quickies. Maintenant, vous avez cette notion précise en tête. That's it.